Chers petits observateurs, vous en avez peut-être entendu parler comme nous, la LOM, la loi de l'orientation de mobilité. C'est une loi importante parce qu'elle nous concerne tous, elle va influencer sur les mobilités futures et donc sur les automobilistes que nous sommes. Et chez POA, très vite, on s'est dit qu'il fallait un peu investiguer sur cette loi pour savoir ce qu'elle allait changer concrètement. Et comme on n'est pas un média politique, comme on n'est pas un média spécialiste législatif, on s'est dit on va faire des recherches, j'allais dire comme dans la vraie vie, comme des citoyens. Et nous sommes allés sur le site de l'Assemblée nationale et le texte de loi est très conséquent, il y a plus de 260 pages, ça couvre énormément de problématiques de mobilité, le ferroviaire, le quotidien, les différentes régions, leur prépondérance, mais il y a une partie qui nous importait plus, qui est la transition vers une mobilité plus propre, plus responsable. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un rapporteur sur cette partie-là, qui s'appelle Jean-Luc Fugit. C'est la première fois qu'il est député. Il est député de La République En Marche. Mais ce qui est intéressant dans son profil, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le rencontrer, il est député du Rhône. Il vient d'un petit village où lui-même me l'a dit, on ne fait rien sans voiture. Et surtout, il est scientifique de formation. Il est enseignant à la base. Il est professeur en qualité de l'air. Donc il a une vision, j'allais dire, triplement intéressante. Il est au cœur du dispositif de fabrication de la loi et j'avais envie qu'il nous explique comment on fabrique une loi de cette envergure, comment ça se passe dans notre démocratie. Et ensuite, j'avais envie que quand on rentre dans les détails, il puisse, en fonction de son point de vue et de scientifique, très soucieux des problèmes de pollution, parce qu'il est au cœur du problème, et à la fois, je ne dirais pas que c'est un amoureux de bagnole, mais très conscient que, vous verrez, il le dit, la voiture reste indispensable. Comment on va évoluer dans les 5 ans, les 10 ans à venir, et comment cette loi va nous permettre d'aller vers, je le rappelle, en 2040, la fin des moteurs thermiques à énergie fossile. Voilà, c'est un vaste sujet, c'est un long interview, on ne peut pas faire court, on ne peut pas résumer à des petites phrases. Vous ferez votre avis, c'est très intéressant, vous allez voir. Bonjour Jean-Luc Fugit, vous allez bien? Bonjour. Merci de me recevoir, par cette belle journée. C'est ça. Vous allez bien? Très bien, très bien. Vous êtes député du Rhône, c'est la première fois que vous êtes député? Oui, la première fois depuis donc, juin 2017. Vous venez du Rhône, d'un petit village, et quand on a parlé au téléphone, on me dit mais moi, dans mon village, sans voiture, on fait rien. Alors bon, moi je suis élu du département du Rhône où j'habite depuis de longues années. J'ai travaillé entre Lyon et Saint-Étienne et donc plus d'une vingtaine d'années. Et je suis originaire aussi du département de l'Aveyron, milieu rural. Ouais. Je suis ce qu'on appelle un fils de paysan. Et au passage, je suis fier de l'être. Et en effet, en milieu extrêmement rural, on ne peut pas se passer de la voiture et on peut même aller plus loin. Un des transports en commun, c'est probablement le covoiturage. Ouais. Donc, il faut se dire que la voiture a une place. La voiture a une place à jouer dans la mobilité. On peut peut-être se poser la question de réduire sa place en milieu urbain dense, mais ailleurs, on ne peut pas s'attaquer à la place de la voiture. Il faut plutôt s'attaquer à quel type de voiture. Et surtout, finalement, ce n'est pas la voiture le problème. C'est le carburant qu'on utilise et les émissions de polluants liées à ce type de carburant. Donc c'est cet ensemble-là qu'il faut regarder. Donc il ne s'agit pas d'une loi d'orientation de mobilité et la partie développée des mobilités plus propres et plus actives. Il ne s'agit pas d'une loi faite contre quelqu'un, contre un secteur, contre la voiture. C'est une loi faite pour améliorer la situation à la fois sur la problématique du dioxyde de carbone et donc faire en sorte que les transports participent à atteindre l'objectif général qui est la neutralité carbone 2050. C'est inscrit dans la loi, c'est une première en Europe. Et donc, clairement, d'ici 20 ans, l'objectif, c'est de ne plus avoir de véhicules thermiques qui utilisent des carburants fossiles. C'est inscrit dans la loi. Alors, nous avons inscrit dans la loi, par voie d'amendement que j'ai porté moi-même, donc l'idée que d'ici à 2040, donc ça peut être avant, parce que c'est d'ici à 2040, nous arrêtions la vente de véhicules neufs utilisant des énergies fossiles. Alors, quand on inscrit ça dans une loi, on peut se dire oui. Vous imaginez que chez POA, on a des fans de bagnoles, on se dit voilà, mais mon Dieu, c'est la fin du monde. Non, mais vous comprenez j'aime aussi les voitures, on aime tous notre confort. Voilà, mais c'est bien de le dire au début. Bien sûr, il faut le dire, il faut le maintenir. Il ne s'agit pas de faire disparaître les voitures. En revanche, la problématique de départ, c'est le CO2 et c'est les polluants de proximité. Et le point d'arrivée, c'est de se dire il faut réduire la dépendance des énergies fossiles et puis en sortir. Inscrire ceci dans la loi, ce serait largement insuffisant. Ce qu'on a voulu inscrire, c'est une trajectoire. C'est maintenant comment on fait. Et on a proposé un comment. Et donc, on a proposé donc, de faire en sorte de pouvoir donner les moyens d'entraîner et d'embarquer tout le monde dans cette aventure. L'aventure, c'est génération 2040, sans énergie fossile à l'arrivée. L'idée, c'est que
d'ici 2050, pourquoi d'ici à 2040 arrêter le neuf? C'est pour que les occasions, ce qui restera, les évolutions encore qui restera, tout ceci nous conduise à cette fameuse neutralité carbone 2050. Parce que c'est ça le grand objectif. Et alors, ça doit être une aventure collective que l'on partage. Justement, vous dites collective. Venez, on va marcher un peu. Ce préambule était très long, mais j'y tenais. Soyons actifs. Parce que vous dites c'est un travail collectif, vous êtes rapporteur, mais moi je ne savais pas exactement comment ça fonctionnait. Au départ, c'est ce qu'on appelle un projet de loi, donc ça vient du gouvernement. Tout à fait. Mais j'ai lu quelque chose d'important, c'est que quand le projet a été déposé, ça fait plusieurs mois que vous travaillez, au départ il n'y avait que 6 articles sur votre parti, et votre travail en a amené 43 de plus. C'est-à-dire que là c'est venu des députés, et on m'a dit avant tout ça, on a des gros travails de commission. Expliquez comment ça se passe. C'est-à-dire qu'avant, d'où elle sort la loi, pour que les gens comprennent, tout le monde ne sait pas. Dans ce cadre, la genèse même de cette loi, c'est en gros, il y a eu d'abord les assises de la mobilité, qui ont réuni énormément d'acteurs, différents acteurs, donc, etc., qui travaillent à la mobilité, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, que ce soit les différents opérateurs, tous les gens qui s'intéressent aux questions de mobilité. Et c'est énorme parce que vous dites ça, mais les gens n'ont pas conscience. Vous m'avez dit, vous m'avez dit, j'ai passé plus de 100 heures en audition à recevoir les constructeurs, à recevoir les syndicats, les associations, les agriculteurs, les gens qui posent des prises, où chacun vient expliquer ce qu'il aimerait qu'il change. Les gens ne savent pas ça. La fédération des usagers de la bicyclette. Qui regroupe toutes les associations qui font la promotion du vélo. Mais comment ça se passe? Ils disent tous, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Alors, comment on fait pour... Quand ils disent je veux ça, etc., ils l'ont surtout exprimé dans le cadre des assises de la mobilité. Ouais, donc vous dites ça. Ensuite, la loi du gouvernement, le projet de loi du gouvernement, parce qu'il s'agit d'un projet de loi, quand il arrive chez nous, à l'Assemblée ou au Sénat, eh bien c'est un projet, donc eux ils l'ont lu, parce que ce projet est public, et ils ont dû dire, pour certains d'entre eux, par rapport à la... Ce que j'ai lu, ce qu'on a lu, ou ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce que l'on souhaite aussi, qu'on a d'ailleurs exprimé dans le cadre des assises de la mobilité, nous pensons qu'il manque ci, qu'il manque ça, ou qu'il faudrait plus de ci, plus de ça. Et puis, en écoutant les uns et les autres, moi-même aussi j'ai des convictions en tant que rapporteur. Et donc, il y a eu beaucoup d'auditions. Et ces auditions m'ont permis de mesurer, par exemple, l'objectif 2040, il n'était pas dans le projet de loi. Dans le projet de loi, on n'avait pas d'obligation de verdissement des flottes. On va y venir sur les aspects de la loi pratique, mais je veux que les gens comprennent le fonctionnement. Et du coup, ces idées-là, moi, elles ne sont pas venues en me levant un matin en me disant je vais mettre ça dans la loi. Non, c'est qu'en écoutant, en réfléchissant. Autre chose que j'avais fait aussi, c'est dans le cadre du grand débat, j'avais fait beaucoup de grands débats sur mon territoire. Et je sentais bien que la problématique écologique était forte et que la prise de conscience du fait qu'il faut agir, elle est de plus en plus partagée. Et donc, on va parler il y a tellement d'articles, on va tous les évoquer, mais des dispositions qui ont été prises. La loi va être votée en décembre, je crois, vous le disiez. Oui. Mais juste une chose, moi j'ai été très surpris, et je le dis à tout le monde, en fait tout ça est public, on peut aller sur le site de l'Assemblée nationale, tout est publié en permanence, toutes vos interventions, celles de vos collègues, etc. On peut tout voir, on vit dans une belle démocratie, je tiens à le dire, qu'on soit pour ou contre, puis, les gens ne le savent pas, mais tout est, on peut même vous envoyer des mails, on peut dire, on y répond d'ailleurs. On peut dire je suis pas d'accord, non mais voilà. Parce qu'après, les gens râlent toujours, mais on peut venir, j'allais dire, la préparation de la loi ne se fait pas cacher dans un coin. Il faut faire l'effort d'aller chercher. Voilà, il faut faire l'effort, d'ailleurs certains le font très bien. Jean-Luc Fugit, sur la partie qui vous concerne, c'est-à-dire les transitions des mobilités plus respectueuses de l'environnement, moi j'ai été surpris en disant, il n'y a pas finalement un grand texte, c'est plein de... Je dirais pas de petites dispositions, mais plein de dispositions qui ont été prises. Vous rentrez vraiment dans le détail. Alors, mon ordre, je vais dans l'ordre de ceux qui m'ont frappé, mais par exemple, j'ai dit qu'il allait être inscrit dans la loi que les entreprises, par exemple, de plus de 50 salariés, vont avoir l'obligation de discuter avec leurs employés, de leur proposer des solutions finalement de domicile-travail, de transport, d'essayer de leur proposer des solutions les plus propres possibles. C'est bien ça? Alors, ce qui était intéressant, c'était de faire en sorte qu'on crée une dynamique sur la problématique domicile-travail. Parce que finalement, au fond, domicile-travail, c'est 40 ou 50% des déplacements qui sont relativement courts, puis d'autres qui sont beaucoup plus longs, qui font appel aussi bien à du déplacement individuel que du déplacement collectif, selon qu'on a des transports en commun qui sont disponibles ou pas. Partant de là, et on a cheminé dans le travail sur la loi et on a inscrit en effet à l'Assemblée nationale l'obligation faite à l'employeur et donc aussi à l'employé finalement que les questions de déplacement domicile-travail
deviennent donc un sujet de dialogue social obligatoire chaque année au sein de l'entreprise. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens vont devoir leur proposer, s'ils disent mais moi j'ai un problème, j'arrive pas à venir, est-ce qu'il y a du covoiturage en place? Est-ce que je peux avoir un vélo? Est-ce que ça... il peut y avoir des choses aussi simples que vous êtes dans une entreprise d'une centaine d'employés, vous avez des personnes de services différents qui ne se connaissent pas et qui en réalité, si ça se trouve, habitent à 2-3 km l'une de l'autre et pourraient très bien covoiturer. Et ça c'est très simple, sauf que si à un moment donné personne ne met sur la table ces aspects-là, eh bien vous risquez de passer à côté la possibilité pour certaines de covoiturer. Or, malgré tout, c'est peut-être assez basique, mais il faut quand même le rappeler, la moitié, on a en moyenne une personne 0,8 par voiture tous les matins. Ouais. Si au lieu d'en avoir un, on a quand même 2, je suis désolé, c'est le début du covoiturage, c'est le début donc d'une... Mais c'est fou qu'il faut que ce soit inscrit dans la loi, parce que c'est du bon sens au final. Enfin, je sais qu'en France on est très législatif, mais, non, mais je me fais la remarque en vous écoutant. Alors, cette loi, il n'y a pas que pour ces aspects covoiturage. Il y en a plein d'autres, on va y venir. Mais il y a aussi l'idée que ça permettra à certains de pouvoir bénéficier d'un forfait mobilité, donc qui peut aller jusqu'à 400 € pour prendre en charge les frais de déplacement à vélo ou en covoiturage, aussi bien pour le covoituré que pour le pilote du véhicule. Alors justement, le vélo, j'ai vu qu'il y a un article aussi qui prévoit, quand on va construire de nouvelles routes, il faudra obligatoirement créer une voie vélo. C'est vrai ou j'ai mal lu? Oui, c'est ça. C'est fou ça, c'est-à-dire, je veux faire une route, attendez, il faut qu'il y ait une... Ou alors justifier pourquoi on peut pas faire de piste cyclable. Ouais. Et la justification devra être rendue publique. Si vous voulez, c'est un peu d'inverser les choses, c'est de dire, voilà, si vous êtes dans une collectivité, vous gérez une collectivité, que vous travaillez une voie, etc., et que vous avez la volonté de mettre en place une voie cyclable, c'est très bien. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne le souhaitez pas, parce qu'il peut y avoir des contraintes techniques, il peut y avoir des problèmes, vous allez l'expliquer à votre population. Voilà, on refait cette rue, pour faire passer du camion de la... Mais c'est sur les rues aussi entre deux de vos villages, on rénove une ville, je ne sais pas de quel est le nom de votre village exactement. Il faudra regarder justement l'ensemble. Le cas par cas. Cas par cas. Mais l'idée générale, c'est bien de se dire il faut développer beaucoup plus de pistes cyclables, et c'est possible des pistes cyclables sécurisées. N'oublions pas quand même... Non, mais c'est pour montrer que ça va très loin quoi, dans le détail. C'est que du détail cette loi. Oui, mais en fait c'est du détail, c'est une loi d'orientation. Elle sera ce que chacune et chacun de nos concitoyens en font. Par exemple, les collectivités, elles vont pouvoir s'en saisir. Elles vont pouvoir s'en saisir pour les pistes cyclables, elles pourront s'en saisir pour leurs compétences vont être élargies sur toute la mobilité, elles vont avoir plus de... Ce qu'il y a, le début de la loi met en place des autorités organisatrices des mobilités, et donc vont pouvoir permettre aux EPCI, aux intercommunalités notamment, de se prendre la compétence mobilité, et donc pouvoir organiser la mobilité. Mais dans le même ordre d'idée, maintenant, il va y avoir obligation pour toutes les entreprises, je sais pas, les sociétés qui construisent un parking de plus de 10 places, de mettre des prises. Oui. Il va y avoir une simplification pour dans les, comment on appelle ça, vous savez, le règlement de copropriété, le droit à la prise, il va pas, parce que c'était déjà un droit, mais on va simplifier le fait des démarches si je veux installer une prise. On avance en effet pour que la discussion entre citoyens puisse se permettre d'aboutir plus facilement, parce que dans les véhicules électrifiés qui font partie des solutions pour réduire la pollution de proximité et les émissions de CO2, mais surtout la pollution de proximité, vous avez des véhicules électriques et des véhicules hybrides aussi qui seront là pendant encore plusieurs années. Et donc on a besoin de favoriser, parce que beaucoup de personnes vous disent, indépendamment des problèmes de financement, disent mais moi je voudrais bien avoir un véhicule électrifié, sauf que je sais pas où le charger. Or, 80 ou 90% du temps, on recherche chez soi. Que répondez-vous à ceux qui disent, vous savez, cette petite musique qu'on entend maintenant et qui se justifie ici par ailleurs, c'est que finalement un véhicule électrique, la construction de ces batteries, c'est aussi polluant qu'un véhicule thermique. Il y a plein de débats là-dessus. Mais là, je parle aux scientifiques. Alors, je réponds au principe de Lavoisier. Un grand scientifique, un chimiste qui en plus avait fait de la politique. Donc, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se passe. Donc, le véhicule propre n'existe pas. Déjà. Pourquoi? Un véhicule électrique est-il un véhicule propre? Non. Et je roule un véhicule électrique. C'est en revanche propre si je regarde au niveau de l'échappement, les émissions d'oxyde d'azote, les émissions de particules fines, il n'y en a pas. Donc à ce moment-là, oui, si je prends ces polluants-là, ce sont des polluants à proximité qui ne sont pas émis par le véhicule électrique. Donc à ce moment-là, c'est un véhicule qui ne participe pas. En revanche, le véhicule, il a fallu le fabriquer. Donc si je fais son analyse de sécurité, évidemment, parce qu'il y a eu de l'énergie, qui dit énergie, dit des déchets, et donc il a fallu passer la batterie, les pneus, etc., comme tous les autres véhicules. Donc en réalité, le véhicule électrique, à la différence du véhicule à énergie fossile,
Lui, son gros avantage, c'est de ne pas émettre d'oxyde d'azote et de particules fines au niveau échappement. Et pour la santé publique, voilà. C'est pour les polluants de proximité. C'est en ce sens où c'est un véhicule intéressant. Mais je ne dirais pas que c'est un véhicule propre, c'est un véhicule qui nous permet de réduire. Si je vous écoute, c'est un mal pour un bien, enfin, sur le point de vue de la pollution. C'est pas un mal pour un bien, c'est un mal moins important. Un mal moins important. Non, mais oui, mais je suis d'accord avec vous, mais la question vient toujours. Bien sûr. J'ai vu donc effectivement, bon, vous abordez aussi tout le point justement, j'allais dire pour les véhicules utilitaires et les transports. Là justement, vous prenez aussi l'utilisation du gaz et de l'hydrogène. J'ai vu aussi que vous étiez président d'un conseil de l'hydrogène, enfin je ne sais pas avec le titre exact. Enfin, je préside le Conseil national de l'air et je suis vice-président d'un groupe d'études sur l'hydrogène. Non mais enfin voilà, c'est des sujets que vous connaissez. Pour vous, clairement, c'est l'étape d'après, l'électrique. Moi, je me refuse à faire un choix d'un point de vue des carburants. Le choix qui a été fait, c'est la lutte contre les énergies fossiles. D'accord, réduire l'impact des énergies fossiles, réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et ce qui est la volonté, c'est de développer à la fois donc, toutes les autres sources d'énergie, mais c'est aussi bien l'électrique que l'hydrogène, qui je vous rappelle est un vecteur dans la mobilité électrique, une solution de stockage et à la fois donc, de transformation d'énergie. Les biocarburants aussi ont un rôle à jouer, le biogaz a un rôle à jouer. Ça, j'ai lu que les biocarburants, on pourra continuer après à rouler en biocarburant après 2040. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? Tout à fait, que ce soit les biocarburants, que ce soit les bio et... C'était pas prévu au début dans les textes. Non, mais... quelqu'un qui a dit mais c'est pas possible, ça, si c'est de la betterave. Alors moi, j'ai souhaité que ce que l'on mette, c'est bon, d'ici à 2040, on arrête les véhicules donc à énergie fossile et non pas les véhicules thermiques. Parce que les véhicules thermiques, le véhicule qui utilise du bioéthanol ou du biogaz, c'est un véhicule thermique. Donc si on avait écrit thermique, on se privait de ça. Or ça c'est important, y compris pour nos agriculteurs, parce que c'est la manière de valoriser les déchets agricoles, notamment je pense au biogaz, et autre même plus que les agriculteurs, même un certain nombre de déchets organiques. Et donc ça c'est un rôle important. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que on ne fait pas à ce stade, en 2019-2020, de choix autre que celui, au niveau des énergies, que celui de vouloir diminuer la dépendance aux énergies fossiles. C'est un cap, c'est une obligation. Voilà. En revanche, hydrogène, électrique, hydrogène avec électrique, biogaz, biocarburant d'autres générations, les travaux de recherche qui sont en cours, etc. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà être sûr que c'est l'un ou l'autre qui va l'emporter? Eh bien non. Pour moi, ce ne serait pas responsable, je ne parle pas scientifique, c'est même politique de dire ceci, ce ne serait pas responsable que de dire aujourd'hui, c'est sûr, que par exemple l'hydrogène est devenu le pétrole du XXIe siècle. On n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle dans la loi, j'ai souhaité que soit inscrit, je l'ai proposé par voie d'amendement là aussi, qu'il y ait une évaluation obligatoire tous les 5 ans avec un débat à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Un débat public qui permettra de voir une perche. Il y a un consensus sur cette loi aujourd'hui, parce que j'ai regardé effectivement en préparant, je ne suis pas une émission politique, je me suis dit qu'il faut peut-être donner la parole à vos opposants. J'ai vu, il y a des gens, notamment de la France Insoumise, qui disent que c'est des textes trop libéraux, ça ne va pas assez loin, c'est pas, moi je les entends, je ne sais pas. Il y a certains aussi qui ne voulaient pas qu'on discute certains motifs aussi. Mais est-ce qu'il y a moi j'ai le sentiment quand même, je ne suis pas spécialiste, mais que globalement, voilà, comment il est... Je pense que globalement, il y a un consensus sur les objectifs, et qu'il y a des désaccords sur les dates qu'on peut fixer pour certains objectifs. Certains auraient voulu aller plus vite, d'autres on a voulu qu'on aille au moins 8. Donc en fait, c'est l'histoire de trajectoire, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a l'objectif de la lutte contre la pollution de proximité et les émissions de CO2, avec l'objectif de 2050, etc. Et il y a la trajectoire. Et pour aller d'un point à un autre, c'est est-ce que vous y allez avec telle pente ou avec telle pente? Je continuais dans les multiples points, parce que Dieu sait s'il y en a, et j'engage les gens à aller sur les... Mais c'est là où, pour moi, il y a plein de paradoxes. C'est-à-dire que il y a aussi, par exemple, le fait de rendre le permis de conduire plus accessible, moins cher et plus pour les gens. C'est-à-dire que toutes les contradictions sont gérées, en fait. C'est étonnant. Ça aussi, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, c'est un des articles. Parce que les gens... Oui, mais en fait, il faut vous dire la chose suivante. Sur les dernières années, 25% des gens qui recherchent un travail ou un jeune qui cherche un stage ont refusé une offre faute de solutions de mobilité. Et dans les solutions de mobilité, il y a aussi l'idée de ne pas pouvoir facilement passer son permis de conduire, etc. C'est quand même pas donné le permis de conduire aujourd'hui. Et on doit, quand on pense donc à une loi et l'intérêt général, je suis désolé, mais il faut faire en sorte que ce soit socialement acceptable, environnementalement ambitieux et économiquement soutenable. Donc ça vous oblige à trouver des points d'équilibre. Et donc cette loi prévoit aussi, en effet, de rendre le permis de conduire plus accessible. Alors il y a toute une partie dont vous n'êtes pas le rapporteur, mais encore une fois c'est une loi collective,
Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Oui, on va y venir, mais juste revenir, parce que là, je vais orienter un peu sur la voiture, mais je vais revenir sur les points. Mais juste, il y a de gros investissements qui vont être faits sur le ferroviaire, du quotidien. Hein. Tu sais, c'est un débat en France. En gros, on sort du tout TGV pour réanimer les petites lignes. Hein. C'est quand même, il y a à peu près 13,5 milliards qui vont être mis sur 5 ans pour la rénovation, c'est ça, vous me disiez? C'est ça, oui. L'essentiel des investissements dans ces infrastructures, les 3/4, sont pour le ferroviaire. Et en fait, le TGV a été à un moment donné extrêmement important en termes d'aménagement du territoire et a été une solution extraordinaire donc, pour beaucoup de territoires. Et l'idée, c'est pas de dire on est contre le TGV, la question de voilà. On est d'accord, on veut toujours opposer. Mais bien sûr, arrêtons d'opposer. On veut compléter. Et compléter, c'est se dire que sur le reste du maillage, eh bien, il y a besoin de remettre à niveau, il y a besoin de faire des travaux, il y a besoin de redonner de l'ambition. Moi, je vais prendre l'exemple du territoire, j'habite entre Lyon et Saint-Étienne, et je suis l'élu d'un territoire entre Lyon et Saint-Étienne. Eh bien, la ligne TER Lyon-Saint-Étienne, elle manque aussi aujourd'hui d'ambition. Et c'est la plus ancienne ligne de TER de France, de train de France. Eh bien, on a besoin de plus d'intermodalité, on a besoin de réouvrir, à mon avis, certaines gares. On a besoin d'allonger les quais, on a besoin de plus de trains et on a besoin donc de faire des efforts. Et pour faire ces efforts, eh bien, il faut des moyens venant de l'État, il faut aussi des collectivités telles que les régions qui investissent. Et donc, dans les années qui viennent, l'idée c'est de faire en sorte que l'État propose là 40% de plus de financement que ce qui était prévu dans la mandature précédente pour investir sur les infrastructures. Et l'idée donc c'est bien de venir soutenir donc la remise à niveau des infrastructures. On l'a dit d'ailleurs dès le début de ce mandat, l'idée c'est pas nécessairement de construire de nouvelles infrastructures type autoroute, on est bien d'accord, mais c'est déjà de remettre à niveau l'existant. Il y a un sacré boulot, quoi. Oui, et donc voilà, et n'oublions pas aussi, gardons-le à l'esprit, le pont qui s'est écroulé un jour en Italie, c'est peut-être parce qu'il manquait d'entretien, entretenir ce qui existe déjà. Et ça fait partie de la mobilité du quotidien. Et donc, ça nécessite des investissements et c'est des choix assez forts qui ont été faits sur ce plan. Je reviens sur les parties, vous disiez, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Quelles sont les choses que vous voulez évoquer justement dans cette loi, que je n'ai pas abordé là en prenant peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais il y a tellement de textes, d'articles. Oui, alors, c'est les obligations. Revenons, voilà. Rapidement, peut-être dire qu'on a mis dans la trajectoire en question, on a mis des obligations de verdissement des flottes. Ah oui, véhicules, ça je vais vous. Voilà, pour les entreprises, pour l'État et pour les collectivités. Mais ça veut dire quoi des obligations? C'est-à-dire que moi, si j'achète des flottes de voitures en leasing, je dois avoir une part de voitures qui émettent moins de CO2, des choses comme ça. Et voilà, c'est ça. Et donc, des véhicules dits à faible émission, donc c'est défini par la législation. Donc, c'est des véhicules hybrides, des véhicules électriques, des véhicules à gaz, etc. Et en fait, on a mis des obligations de verdissement progressif jusqu'à 2030, avec chaque fois des planchers. Ça veut dire que quand vous avez une flotte donc, conséquente de véhicules que vous possédez ou que vous utilisez, donc leasing inclus, eh bien, il y aura des obligations de pourcentage minimum de véhicules quand vous les changez à ce que ce soit. Vous n'aurez plus le droit, pour une entreprise, de remplacer. Quand vous avez un changement de 10 véhicules, vous ne pourrez pas les remplacer tous les 10 par des véhicules. Ça sera obligatoire. 100%. Tout à fait. C'est des planchers minimum. C'est-à-dire que si l'entreprise vous dit moi, je vais aller plus vite que ce bien sûr, j'ai compris. Tant mieux. C'est pas un plafond. Je rappelle que c'est une voiture sur 2 vendue en France, c'est une entreprise. Tout à fait. Alors je voudrais expliquer pourquoi on a fait ça aussi. Moi j'ai une question après. Mais est-ce que ça favorise pas les riches, ça? Parce que je sais aussi que nous on a beaucoup de commentaires de gens qui nous suivent. Certains disent aussi, mais finalement est-ce que c'est pas mieux de garder sa vieille voiture, de bien l'entretenir et de ne pas, on disait tout pollue, finalement d'en produire neuf? Parce que est-ce que la conversion, ce n'est que d'acheter des voitures hybrides ou électriques, on résout pas le problème non plus. Je comprends. Alors, il y a aussi, je sais que vous avez pensé. Pour les vieux véhicules, il y a aussi la possibilité de faire du rétrofit. Vous savez, oui, ça je sais, on en a beaucoup parlé sur POA, on est fan de ça. Enfin, moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça, j'ai été convaincu par les gens que j'ai auditionné là-dessus. Et il y a un travail qui est fait avec. Il y a un travail qui est fait avec le ministère là-dessus, et je crois qu'il y a des avancées conséquentes à travers cette loi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais au moins, on peut le faire. Voilà. L'idée d'entraîner, de proposer la trajectoire et de mettre des obligations, c'est derrière, vous l'avez dit, un véhicule 9 sur 2 qui est acheté par les entreprises, c'est aussi donner de la visibilité aux constructeurs et faire en sorte qu'en massifiant ce type de véhicules, donc des véhicules qui émettent moins de polluants de proximité, j'insiste, donc de CO2 et aussi de CO2, eh bien, en massifiant, c'est baisser le prix, le coût de production, donc le prix à l'achat, et derrière, c'est de générer du véhicule d'occasion
qui va devenir accessible pour le citoyen. C'est sûr que si on reste sur les prix actuels, c'est pas accessible pour tout le monde. Plus riche. Voilà, en tout cas, c'est pas donné, ça c'est clair. Alors on commence à trouver des véhicules d'occasion. Il y a aussi des primes à la conversion qui ont été réorientées et qu'il faudra toujours conserver de mon point de vue. Et notamment, ces primes à la conversion, elles permettent de continuer à aider les gens qui ont les revenus les plus modestes. Il faut le dire, puisqu'elles sont basées sur le revenu fiscal de référence. Donc cette prime à la conversion, elle va pouvoir favoriser l'achat par des gens à revenus, des personnes à revenus modestes, l'achat de véhicules d'occasion neufs. Ça existe déjà plus ou moins, mais ça va être accentué. Donc là, c'est recentré sur les revenus les plus modestes et les véhicules les plus intéressants d'un point de vue environnemental. Mais d'ailleurs, ces primes à la conversion ont extraordinairement bien fonctionné. Oui, le gouvernement a été dépassé par la... Oui, donc, mais ça, il faut plutôt s'en réjouir. Si on ne faisait rien, en effet, ça resterait quelque chose, entre guillemets, pour les riches. Mais justement, parce que on met des obligations, on massifie, on va entraîner les constructeurs avec les entreprises qui auront des obligations d'achat, les collectivités, l'État, et de manière progressive jusqu'en 2054. Si on avait fait tout du jour au lendemain, ça n'aurait pas de sens. Vous l'avez beaucoup incité au téléphone. Voilà, c'est d'être progressif et cohérent. Voilà, et d'avoir de la on sait à quelle sauce on va être mangé. Non, pas manger, c'est à quelle sauce on va mieux respirer. Non, mais c'est ça l'idée, mais je sais bien. Mais c'est pour mieux respirer, justement. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit progressif et qu'on embarque tout le monde. Il y a une partie très intéressante aussi dans les textes, j'ai vu, vous dites qu'il faut qu'on bénéficie de toutes les nouvelles technologies finalement qui vont être au service d'aide à la mobilité, dont l'idée, j'ai trouvé ça amusant, c'était une partie, il faut pouvoir dans quelques temps proposer une application qui regrouperait pour aller d'un point A à un point B toutes les solutions, c'est-à-dire du train, du covoiturage, du vélo, du transport public. D'un clic, vous dites dans le texte, il faut que d'un clic je puisse savoir tout ce qu'il y a autour de moi. Mais c'est pas anodin en fait. Mais non, c'est l'ouverture des données, c'est l'ouverture, le partage des données. Après, c'est pas la loi qui le fait, bien entendu, c'est pas le législateur qui propose l'outil, mais c'est de mettre en place le cadre législatif qui permet d'opérer et d'aller vers justement ces solutions qui permettent de partager et d'aller vers des mobilités plus actives mais aussi plus partagées. Et c'est se rendre compte que pour aller d'un point A à un point B, on n'est pas obligé de tomber dans un réflexe pavlovien qui consiste à dire je prends mon véhicule. Peut-être que je peux y aller de manière différente. Non, mais là, je m'adresse aux scientifiques. Ça va assez vite, ça va aller assez vite, toutes ces lois. Face à l'urgence climatique dont certains, les collapsologues, prévoient vite la fin du monde, est-ce que ces mesures, et là je parle aux scientifiques, sont suffisantes? Moi, je pense que l'avenir est aux frontières. Et notamment ça veut dire quoi l'avenir aux frontières? Alors, pour moi, l'avenir est aux frontières entre les questions économiques et écologiques. Parce qu'on a parfois tendance à opposer l'un à l'autre. Il y a d'ailleurs des gens qui pensent oui, pour certains, l'économie est destructrice écologique. Oui, alors moi je pense que c'est pas l'un est au service de l'autre, l'autre au service de l'un. Je pense que c'est les deux qui doivent s'interpénétrer. Je pense que c'est, comment dirais-je, face à l'urgence climatique et aux problèmes écologiques, on a justement de quoi réorienter notre économie de manière, on vient de le voir quand on parlait d'énergie entre guillemets plus propre, de manière à faire en sorte de créer, à la fois ça crée de l'emploi et à la fois de réduire l'impact environnemental de ce que nous faisons. Si on met le paquet sur la rénovation énergétique par exemple, on peut créer des filières de formation et de métiers autour de ces sujets. Il y a Julien qui a se cassé la fille. À la fois créer de l'emploi et à la fois réduire l'impact environnemental. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire. J'ai envie de terminer par ça, parce que vous l'avez aussi inscrit dans la loi. On voit bien que c'est tout à chacun d'être responsable, qu'il faut changer aussi les comportements, et beaucoup de choses se feront aussi, je veux dire, par la vie des consommateurs, enfin, dans leur vie de tous les jours. Vous êtes allé jusqu'à faire inscrire, pas vous, je ne sais pas qui, mais de dire un peu comme le tabac ou manger 5 aliments par jour. Quand on fera des pubs pour les voitures, il faudra dire essayer de privilégier d'autres modes si c'est possible. Oui, j'ai donné des avis favorables. Donc ça va être inscrit. Mais est-ce que vous constatez que finalement le comportement des gens il change déjà malgré ça? Enfin, je parle des jeunes générations. Il change déjà, mais si on arrive à l'accompagner encore plus, c'est encore mieux. On a fait beaucoup pour le vélo dans la loi, puisque l'idée c'est d'augmenter la part modale des déplacements de vélo. C'est une manière importante. Mais est-ce que c'est possible ça? Parce que j'ai vu qu'on va passer de 3 à 9%, mais c'est de devenir quand même Amsterdam, que tout le monde... Oui, mais c'est possible parce qu'on va bouger des lignes un petit peu partout. Quand on va mettre des stationnements pour les vélos, donc en gare, tout ce qu'il y en a aujourd'hui,
quand on fait le marquage. Ah oui, vous proposez aussi que maintenant les trains vont devoir proposer qu'on puisse mettre des vélos dedans, les bus aussi, ça va, je sais que des détails, ouais. Mais je trouve ça vachement bien. Je crois que c'est l'accumulation de mesures qui permettent justement, comme je disais tout à l'heure, l'idée à marquer tout le monde, de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Et aujourd'hui, on l'a mis aussi en place, le marquage des vélos. Oui, voilà. Il y a 400 000 vols de vélos par an en France, et il n'y en a que 15% qui sont retrouvés et rendus à leurs propriétaires. Et donc, il y a des gens que ça freine. Moi le premier. Non, mais c'est génial. Voilà, vous êtes très pragmatique. Enfin, les députés sont très pragmatiques là-dessus. Oui, je pense, oui, mais vous savez, les députés sont des citoyens. Ouais. Non, mais moi, je ne suis pas un député, je suis un citoyen élu député. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, un citoyen élu député, ça reste un citoyen, c'est quelqu'un qui a une vie, qui se déplace aussi à vélo, qui mange, qui veut réduire sa consommation d'énergie, qui voudrait mieux respirer, etc. Qui pense aussi à l'avenir de ses enfants, etc. Alors, justement, j'ai une question, on parlait, vous et moi, avant d'allumer le micro, des problèmes finalement que dans les médias on donne très peu de temps. Là, je ne sais pas combien durera l'interview. Mais comment vous vivez justement ce qu'on nous dit tout le temps, mais c'est peut-être juste cette défiance aujourd'hui des populations vis-à-vis de la parole publique en général, j'ai envie de dire quelle qu'elle soit. Est-ce que vous le ressentez et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'encore une fois, c'est pas votre métier de base. Mais d'ailleurs, je pense que ça ne doit pas être un métier. C'est intéressant ça. Je pense que ça ne doit pas être un métier. En revanche, ça peut être à l'occasion de 2 ou 3 mandats, l'occasion de participer les uns et les autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le parlementaire, pour moi en tout cas, il doit être très proche du territoire, il doit rencontrer, il doit, comme on le dit parfois pour les élus locaux, accepter de rencontrer ses concitoyens pour être à portée d'engueulade, comme on dit. Mais il est engueulé. Non, pas tant que ça. Non, franchement. En revanche, je dis toujours que si quelqu'un a des choses pas très agréables à me dire, il n'y a pas de problème, il faudra qu'il me les dise. Et qu'ensuite, par contre, il accepte l'idée qu'on échange, qu'on explique, qu'on échange, etc. Et en fait, bien souvent, on s'aperçoit que ça se finit très très bien. Parce qu'en réalité, bien souvent, le plus important, c'est l'art du consensus, c'est d'écouter. Je sais pas, c'est en tout cas l'art de s'écouter pour essayer de faire sauter les verrous qui permettent de faire société ensemble et de surtout chercher au fond à progresser. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Peut-être finir par là, en tout cas ma vision à moi, c'est de dire que pour chacune et chacun d'entre nous, il y a un champ des possibles. Il faut aussi lutter face à un certain nombre d'injustices liées. C'est intéressant parce que dans le texte, j'ai vu la première chose, c'est qu'il y a une injustice de la mobilité en France pour certains. Quand vous êtes tanké dans votre village et qu'il n'y a pas de moyens de mobilité, c'est un handicap énorme. Et c'est la première partie de la loi, c'est de lutter contre ça. Voilà, mais la société, elle doit apporter ça. Elle doit faire en sorte que le champ des possibles, c'est sa motivation à soi, sa détermination à faire dans la vie. C'est pas nous dire, mais ensuite il y a ce que la société va apporter, parce que c'est la société qui donne les moyens de pouvoir aller exercer ses talents, mettre en avant ses compétences, etc. Je rappelle que vous êtes enseignant, hein, donc c'est pas que des mots. C'est-à-dire que justement, vous m'avez toujours dit, moi ce qui me plaît au-delà de ça, moi, c'est de donner mes cours et de transmettre. Hein. C'est transmettre et c'est entraîner. J'ai envie que tout le monde progresse. Et donc c'est en ce sens où je crois fortement à l'action publique. Alors j'invite les gens à aller sur le site de l'Assemblée nationale. Si on tape votre nom, on trouve votre mail, on peut vous écrire, on peut voir vos interventions et ceux de vos collègues, ceux de vos opposants, ceux de vos, encore une fois. Et on retrouve aussi ça sur mon site internet, voilà. sur Facebook, Twitter, on peut vous suivre. Encore une fois, on a été obligé d'aborder, j'ai envie de dire, plein de petits points de la loi, il y en aurait plein, tellement il y en a. Mais je crois que les gens ont compris, moi ce que je retiens, c'est qu'au-delà d'un cap, vous avez essayé de descendre très loin dans le pratique des gens. Tout n'est pas parfait. Pour les entraîner. Mais pour les entraîner. Les embarquer avec nous dans l'aventure. Voilà. Les gens se feront leur avis, mais les choses bougent. La bagnole n'est pas morte. Non. C'est important de le dire. Non, elle n'est pas morte. Non, mais il y a des amalgames. Oui, je sais bien. Elle doit se réinventer. Mais justement, prenons le temps de sortir ces amalgames et réfléchissons collectivement à quelle place on veut donner à la voiture et avec quelle énergie. Okay. Merci beaucoup. On se reverra. Ça m'a fait très plaisir. Moi aussi. Au revoir. Moi aussi.